Bonjour à tous. Je me présente, Marie Juranville, je suis présidente de l'association Esprit de Service France et à BPCE, je m'occupe de tout ce qui est prospective à la Direction Générale des Ressources Humaines. Et aujourd'hui, avant d'avoir le plaisir de vous présenter nos invités de marque, donc, que vous avez vu dans la liste quand vous avez sélectionné notre convention. Je vous remercie tous d'être présents. Eh bien, plutôt qu'un long discours, je vais vous présenter l'association par une petite vidéo. L'association Esprit de Service France. Il n'y a pas le son. Voilà. Ces présentations. Voilà. À l'heure où l'on cherche à concilier humain, digital, responsabilité sociétale et performance, Esprit de Service France défend et promeut une certaine idée de l'excellence de service et accompagne les entreprises dans la voie de la transformation. Convaincus de la complexité de ces enjeux, nous pensons que la réponse à apporter est d'autant plus riche et efficace si elle repose sur l'innovation et la co-construction. Esprit de Service France n'est ni un club élitiste, ni une assemblée monocorde. C'est à la fois une communauté et un écosystème ouvert à toutes les entreprises. Plus de 70 organisations, privées et publiques, de toutes tailles, regroupant des professionnels de tous horizons et de toutes fonctions. Sa démarche est d'offrir un espace de réflexion, d'échange d'expériences et de création de valeur. Esprit de Service France n'est pas non plus un obscur objet marketing, c'est un do tank. Son action s'illustre sous plusieurs formes. Des conventions thématiques et des événements pour se rencontrer et s'inspirer, des ateliers de co-développement pour mobiliser l'intelligence collective, un modèle Esprit de Service pour structurer sa démarche de transformation, un label Excellence de Service en partenariat avec l'AFNOR pour valoriser sa marque, un site web enrichi régulièrement de bonnes pratiques et de témoignages d'experts pour s'informer, une présence sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité et un MOOC pour diffuser largement l'esprit de service auprès de tous. Dans ses dimensions opérationnelles, relationnelles et managériales, l'excellence de service est la clé de la compétitivité et de la survie des entreprises. Au-delà de cela, pour l'Esprit de Service France, la valeur réside avant tout dans l'expérience humaine, car c'est grâce à elle que se bâtira l'entreprise de demain. Alors, comme vous l'avez tous compris, le relationnel et l'émotionnel est au cœur de nos relations entre nous, avec les autres. Et c'est aussi au cœur des dimensions de l'association Esprit de Service. Et en ce sens, avant de vous présenter les autres invités, mais comme je sais que vous n'êtes pas venus pour moi, mais essentiellement pour Frédéric Salman. Frédéric Salman, que vous connaissez tous, qui est un médecin, un professeur, cardiologue, nutritionniste, c'est mieux quand même, et qui a à son actif plusieurs best-sellers, puisqu'il a écrit Le meilleur médicament, c'est vous, Vital, qui vient de paraître. Donc, le thème de notre conférence, comme vous l'avez tous vu, c'est « Le cerveau est-il esprit de service ?» Eh bien, j'ai le plaisir de vous apporter les réponses par Monsieur Salman. Merci beaucoup. Le cerveau, est-ce que c'est esprit de service? C'est une vraie question. Le cerveau, c'est ce qui conditionne d'abord notre état de santé. Vous savez, il y a une force du mental qui soigne comme elle peut nous agresser. Pour vous donner un exemple, on a fait une étude récente sur les placebos. Vous savez, les placebos, c'est des petits comprimés. C'est du sucre, mais je vous le donne en vous disant que ça va vous soulager un mal de dos, vous faire dormir, et ça marche dans 40% des cas. C'est-à-dire 4 fois sur 10, on vous donne un faux médicament et vous êtes soulagé de votre douleur. Alors, pour tous ces gens qui étaient soulagés,
on s'est dit, c'est peut-être pas dans leur tête que ça se passe complètement. On leur a fait une prise de sang. Et on a découvert que les gens soulagés par un placebo avaient leur taux d'encéphaline, c'est-à-dire l'encéphaline, c'est comme de la morphine, qui s'élevait en flèche. Autrement dit, il existe une force du mental qui va faire fabriquer nos propres médicaments pour guérir, pour se soulager, pour nous protéger. Mais à l'inverse, on peut fabriquer aussi par le stress du cortisol qui peut nous abîmer. Donc le cerveau, c'est essentiel parce que c'est ce qui conditionne notre bonne santé, tout comme ça peut engendrer la maladie. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut exprimer ce qu'on ressent, c'est très important, parce que quand on ne dit pas les choses, cérébralement on ne peut pas les exprimer. Vous savez, dans le mot maladie, il y a le mot mal à dire. Et quand on ne peut pas dire les choses, que ce soit au niveau professionnel, dans son couple ou ailleurs, le langage du corps, c'est la maladie. Donc le cerveau, c'est essentiel. Il va connecter notre santé et c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, il y a... Je sens qu'il y a une autre question à poser. Non, non, je voudrais savoir, Frédéric, est-ce que, au-delà de ce que tu dis, est-ce que c'est lui qui décide les organes à se mettre au service des autres ou c'est un fonctionnement complètement... parce que le placebo, il se fait... quelque part, il se fait leurrer, le cerveau, ou c'est nous qui se faisons leurrer? Les deux. Je veux dire que... Je vais parler des neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est? On a découvert ça dans le cerveau. Si on voit quelqu'un en train de boire un verre d'eau, on a envie d'en boire un. En fait, ces neurones miroirs font faire que, tiens, quelqu'un se met à bâiller en ce moment dans la salle, et bien vous allez être plusieurs à vous mettre à bâiller. C'est ça le neurone miroir. C'est pour ça qu'on dit bâiller, c'est contagieux. Mais en fait, on fonctionne de cette façon. Et à partir du moment où on maîtrise un certain nombre de codes de communication, les autres vont le ressentir et nous renvoyer des images positives. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un, et nous on a beaucoup travaillé, d'une part la gestuelle, la structure des phrases, avec une même personne, avec le même message, peut angoisser l'autre, le rendre agressif ou bienveillant. Si par exemple je suis en train de vous parler là, et je suis comme ça, les bras croisés, ça veut dire je ne veux pas. Je ne veux pas parler avec vous, je ne veux pas échanger, je croise les bras et je vous parle. Je me protège. Donc la façon dont le corps se positionne, la façon de maîtriser les silences, les constructions de phrases vont faire que le même message va avoir un retentissement différent. Alors on en sait beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs je conduis un programme pile sur ce sujet, parce que on peut savoir l'émotion que vous ressentez. Comment? C'est grâce à l'IRM fonctionnel. Par l'IRM, on peut voir si ce que je vous dis provoque une sensation de plaisir ou de déplaisir. Et en même temps, si c'est du plaisir, 4 hormones montent, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, des hormones du bonheur. Et on en sait, ça s'appelle la dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et grâce à cela, on a fait d'immenses progrès, mais colossaux, dans la façon... Il y a des groupes internationaux qui travaillent beaucoup maintenant dans la relation client pour apprendre à la fois non seulement le message qu'il faut dire, mais parfois les messages sont dits et ça ne passe pas. Et ça va dépendre de données psychocomportementales et physiologiques très précises qui comportent de la gestuelle et des structures de mots qui vont conditionner ou pas la bienveillance du sujet qu'il reçoit.
Formidable. Je crois que Frédéric va être un permanent au sein d'Esprit de Service France parce que c'est ce que nous essayons de cultiver, comment améliorer la relation, comment travailler sur cette dimension collective, créative et coopérative. Alors, est-ce que le cerveau est coopératif systématiquement ? Ben, d'abord, je dirais que oui, les choses passent bien. Mais par rapport à votre cerveau, vous savez, il peut coopérer, mais c'est une question aussi de motivation et je veux dire de bonne santé cérébrale. Qu'est-ce qui fait qu'un cerveau est en mauvaise santé ? C'est quand il travaille peu. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Donc, au début, on pensait qu'on naissait avec un stock de neurones et que petit à petit, on en perdait pour à la fin finir gâteux. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout. En fait, on s'est aperçu si, tous ensemble, maintenant, on nous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau, eh bien, on décide ensemble de rentrer dans un cirque et d'apprendre à jongler. Pendant 3 mois, on apprend vraiment à jongler. Dans 3 mois, quand on nous refera un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. Donc, si vous voulez garder un cerveau performant, il y a une solution. En permanence, vous mettre en état d'insécurité, de danger et apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Apprendre un instrument de musique, une langue étrangère, rencontrer des gens nouveaux, goûter des cuisines différentes, ne pas aller tout le temps en vacances au même endroit. Bref, c'est la nouveauté, le changement et l'apprentissage qui vont faire que vous aurez un cerveau en bien meilleure santé. Merci Frédéric. Je pense que tout le monde a enregistré qu'il ne faut pas partir en vacances, qu'il faut toujours s'intéresser à tout et surtout aux autres. Et ça, c'est notre engagement permanent au sein d'Esprit de Service. Et France, hein, je précise. Une autre question, parce que dans toutes nos organisations, nos grandes organisations, on est véritablement confronté au jeu de l'ego, dans tous les sens du terme. Comment le cerveau peut être rééduqué quelque part pour ne pas tomber dans ce piège, parce que ça tue la relation, non pas, Frédéric ? Il y a beaucoup d'éléments. En fait, la relation client peut être détruite même avec des bonnes intentions. Et nous, on a énormément travaillé dans ce domaine parce que c'est des maladresses. Donc, effectivement, l'excès d'ego peut gêner, mais la personne qui est en excès d'ego n'en a pas du tout conscience. Du tout. Elle pense qu'elle fait bien et elle ne comprend pas. Donc, à un moment donné, il y a des petits exercices qui vont aider très simplement à prendre conscience de ce qui compte et qui peuvent réduire le stress. Un exemple très concret, si vous êtes en situation de stress avec un ego important, allez plus loin et parlez de vous à la 3e personne, comme Alain Delon, par exemple, ou Louis XIV. En parlant de soi à la 3e, en pensant à soi à la 3e personne, on prend une distance en hauteur et on commence à mieux maîtriser la situation. Donc il y a plein de petits jeux très simples qui vont permettre de comprendre. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est la façon dont ça va être perçu. Et beaucoup de gens pensent uniquement, voilà ce que je vais dire. Ils ne pensent pas un seul instant à la façon dont ça va être écouté. Et c'est là où commencent les bugs d'une relation client en série. C'est qu'il s'intéresse à l'émetteur et non pas au récepteur. Et si on ne réfléchit pas au récepteur, on tape à côté. Donc, c'est des petites choses extrêmement simples qui vont permettre de faire que cette notion d'ego qui peut être un frein cesse pour une relation vraie et qui fera du bien aux deux. Quelqu'un qui est en excès d'ego, il n'est pas bien non plus. Merci Frédéric. Juste une dernière question. Est-ce que, parce que tous les gens ici, tous ceux qui sont dans nos entreprises, nos collaborateurs, nos clients, on est souvent en situation de stress parce que le digital, parce qu'on est tout connecté, est-ce que tu as des petits conseils pour réduire le stress ? Ça sera ma dernière question. Le stress en lui-même, ce n'est pas le sujet.
face à une même situation, une personne peut être stressée et pas l'autre. Donc c'est Quand tu opères, tu n'es jamais stressé. Jamais. Non, ce qui compte, c'est l'interprétation qu'on en fait. Alors, il y a plein de moyens de réduire le stress, très nombreux. Un des premiers, je n'aurai pas le temps, moi je passerai bien des heures avec vous à vous expliquer tout ça. Mais je dirais que, d'ailleurs pour les vacances, une semaine c'est bien répété. Au lieu de prendre 5 semaines d'un coup, il faut prendre par une semaine. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter tous les jours, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Mais surtout, vous baissez de façon significative le stress parce que vous sécrétez des endorphines. Bon, si vous n'avez pas le temps pour terminer, 3 minutes sous la douche froide le matin, vous avez un shot d'endorphine, vous n'êtes pas stressé de la journée et vous voyez la vie en rose. Si vous avez des questions par la suite, parce que là je suis venu entre deux pour retourner à l'hôpital, mon mail c'est fsaldman, petit f, saldma2n, @gmail.com. Mais on vous transmettra tout et surtout... Et voilà, je répondrai à vos questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre tout de suite avec un très grand plaisir. Merci infiniment. Merci Frédéric, à tous. D'être venu. Merci. Achetez tous ces livres. Achetez tous ces livres. C'est hyper important pour rester en bonne santé car c'est vital. Merci Frédéric. Alors Florence, sans plus attendre, puisqu'on a déjà mangé un peu de temps, Florence, de manière opérationnelle, il faut faire défiler de manière opérationnelle, comment connectez-vous le cerveau droit et le cerveau gauche, qu'on n'a pas évoqué avec Frédéric, mais dans la relation attentionnée à Air France? Alors là, excusez-moi, mais un, je ne suis pas de médecin. Deux, je n'ai pas grand-chose à dire sur le cerveau, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, le droit, c'est plutôt les émotions, et on nous fait souvent travailler le gauche depuis qu'on est tout petit dans ce pays. Et donc, voilà, quand on arrive en entreprise et qu'on fait travailler les gens sur des process, sur plein de choses comme ça, on leur fait travailler probablement un peu plus le cerveau gauche que le droit. Or, de plus en plus, le droit, il est essentiel pour faire comment dirais-je, pour faire le service le meilleur qui soit. Alors, moi, mon propos, et ce sur quoi on m'a demandé de partager avec vous, c'est de vous dire... C'est bon ? Ouais. Ok. Donc moi, je suis en charge de la culture client. Et la culture client, c'est une direction qui s'est créée il n'y a pas très très longtemps, mais qui était dans le prolongement d'un projet qui a été lancé par mon prédécesseur autour de 2012. Et dans ce projet, il accompagnait la montée en gamme à l'époque de certains produits de notre entreprise, comme par exemple la nouvelle classe affaires long courrier, changer les cabines moyen courrier, etc. Et on s'est rendu compte que mettre beaucoup d'argent, parce que ça se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros, on sait très bien que nos concurrents, certains d'entre eux ont beaucoup d'argent et plus que nous, et que cette course au produit, il faut qu'on la mène nous aussi, hein, c'est permanent, donc c'est sous-jacent, mais que le moyen de faire la différence, c'est par la relation, et d'essayer de voir comment on peut être un peu plus, être plus dans l'empathie, quel est notre positionnement relationnel, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Alors après, tout ce que je vous dis, j'échange avec vous sur la dynamique interne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on réussit tout le temps, c'est faux. Il y a des moments où on est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, je partage une expérience. Toutes les entreprises de services savent à quel point c'est difficile de mettre en mouvement 40 000 personnes derrière la notion de service, en particulier dans un pays comme le nôtre qui n'a pas cette culture du service pour diverses raisons. Là, ça serait super intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, voilà. Donc, il faut essayer. Quand on fait le service en France, on le fait super bien. Le problème qu'on a, c'est le problème de la régularité. Alors, nous, on a travaillé il y a quelques années. On s'est positionné en travaillant avec les équipes. Enfin, je vous passe le truc sur les workshops. On a travaillé avec un consultant. Chaque métier a bossé pour essayer de voir quelle allait... On s'est appuyé sur une des valeurs de l'entreprise. Voilà, vous avez à gauche les valeurs de l'entreprise. Donc, on s'est appuyé sur la valeur attention. Et on s'est dit, on veut être demain la compagnie de la relation attentionnée avec des attitudes que vous voyez au milieu. Je personnalise, je valorise, j'ai le sens du détail, je porte attention et j'ose. Et derrière ces attitudes, qui sont, j'allais presque dire, des intentions,
il fallait que chaque métier puisse se retrouver derrière ça. Et donc, chaque métier a décrit ce que ça voulait dire, valoriser, personnaliser dans leur propre univers, c'est-à-dire soit dans un avion, soit au téléphone parce que vous êtes derrière le 3654, soit sur la ligne téléphonique des Platinum, soit derrière une banque d'enregistrement, soit l'embarquement, etc. Donc chacun a décrit très concrètement ce qu'on entendait par ces attitudes. Simplement, alors, donc, ce travail-là, mon équipe est en charge de l'animer. On a un réseau interne avec une centaine de personnes qui essaient de faire évoluer les choses. On a aussi commencé, on n'a pas forcément fait les choses complètement dans l'ordre parce qu'on avançait en marchant, je dirais. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il faut aussi travailler le niveau du COMEX. Hein, pour la question de l'ancrage, si le COMEX n'est pas avec nous, on a un petit souci. Donc, j'ai travaillé pas mal avec le président de l'époque pour acculturer le COMEX aussi aux clients, hein, parce que notre COMEX est hyper cerveau-gauche, comme beaucoup de COMEX, je crois, dans les grandes entreprises. Ensuite, on a travaillé beaucoup les outils informatiques, parce que ce n'est pas le tout de dire aux gens faut faire ceci, cela, mais si... moi, quand j'étais en charge du terminal B, qui était le terminal moyen courrier il y a 30 ans, je voyais arriver un client, à l'époque je ne savais pas du tout ce qu'il représentait en chiffre d'affaires, est-ce qu'il avait eu un problème la semaine d'avant, est-ce qu'il avait perdu son bagage, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il était content, est-ce qu'il nous aimait, est-ce qu'il nous aimait pas, enfin quand il nous aimait pas, je le savais très vite, mais est-ce qu'il nous aimait, après tout j'aurais aimé le savoir d'ailleurs, hein, parce que c'est plutôt stimulant. Et donc les outils aujourd'hui, et c'est ça qui est génial avec la data, le big data, on est capable de traiter, nous on a 55 millions de clients, donc on peut avoir des informations qu'on contextualise dans des outils. Nos équipes ont maintenant, comme dans beaucoup d'entreprises, hein, des tablettes, des iPads. Alors on appelle ça, nous, des cabines pads ou des iPads pour le sol. Donc on en a distribué à peu près 25 000. Et chacun de nos équipes maintenant sont un peu libérés nous on n'appelle pas ça des guichets, mais des banques d'enregistrement, etc. Et donc ça leur permet d'accompagner et de contextualiser la discussion avec le client. Parce qu'on est persuadé que l'émotion, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous différencier d'Emirates ou des autres. Après, une fois de plus, on le fait bien ou on le fait pas bien, c'est autre chose. On a fait rentrer beaucoup le client aussi dans nos processus, c'est-à-dire qu'on a des clients qui co-créent avec nous, des clients qui nous aiment mais sont exigeants. C'est-à-dire qu'on veut de la bienveillance parce que sinon, ça sera compliqué de construire. On leur demande si nos idées sont bonnes, s'il faut les valider ou pas. Et ils se réunissent 5 fois par an à peu près chez nous. Là, j'ai bientôt une séquence avec eux sur tel sujet. Donc, ils bossent en atelier avec nous. Donc ça se fait, ils le font gratuitement en plus, c'est ce qui est extraordinaire. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Je vous ai dit qu'on avait un réseau social, etc., un réseau interne pour relayer aussi, pour célébrer. On a notre petit festival de Cannes aussi pour célébrer les meilleures pratiques ou des choses qui ont bien marché, je dis n'importe quoi, à New York, à Tel Aviv ou à Jobourg ou à Paris. Et donc chacun échange, fait des films et voilà, on essaie de fêter aussi beaucoup, c'est important. Et puis, je vous ai parlé de l'IT, je vous ai parlé... Bon, donc tout ça pour fédérer, ancrer. Mais quand on arrive à l'ancrage, tu m'arrêtes hein, quand tu me diras combien j'ai de... Parce qu'après, très vite. Quand on arrive à l'ancrage, plutôt à la pérennisation, pardon, très vite, il faut qu'on rencontre les ressources humaines. Et c'est ce à quoi on a pensé, on s'est rendu compte que chez nous, le directeur général de l'époque en charge des ressources humaines travaillait sur les pratiques managériales. Si vous demandez aux gens de oser et que vous avez des managers hyper contrôleurs ou contrôlants, il va y avoir un petit souci. Donc il y a intérêt à ce qu'on soit en phase. Alors c'est bien tombé, il se trouve que les ressources humaines ont travaillé sur leur propre programme à eux et on a fait en sorte que notre relation intentionnée match, se plug et vice-versa avec les engagements que la direction des ressources humaines a travaillé. Ils ont travaillé en miroir complet hein, avec ce qu'on a fait côté client. C'est-à-dire nous, nos parcours clients, nos analyses de verbatim, etc. ont été faits également sur le parcours salarié. Donc il y a aussi en miroir un parcours salarié avec des moments clés. Et ils ont identifié d'ailleurs 4 moments qui étaient problématiques ou disons qu'il fallait améliorer chez nous, dont notamment, par exemple, la prise d'initiative, l'empowerment. Hein, c'est une des choses qui est compliquée. Hein, donc c'est pour ça d'ailleurs de notre côté, on a mis beaucoup de budget. On demande à ce que nos équipes n'hésitent pas
aller au-delà des procédures par elle-même et qu'elle le décide. Mais pour ça, il faut faire des formations aussi des managers et qu'ils soient très coach dans ce truc-là. Et donc, à la suite de cette analyse du parcours salarié, les ressources humaines ont défini 7 engagements. Et d'ailleurs, comme nous, on a le NPS, ils ont le EPS, l'Employee Promoter Score. Donc c'est comme ça qu'ils mesurent leur performance. Et d'ailleurs, nos dirigeants, alors nous tous, on a nos bonus, notre intéressement basé sur le NPS client, mais les dirigeants du COMEX ont leur bonus basé sur aussi la progression de l'Employee Promoter Score. Donc c'est quand même important. Surtout dans une entreprise où notre entreprise elle est très transparente. Enfin transparente, non. Les journalistes adorent en parler. On va peut-être plutôt dire ça comme ça parce que on lit des choses parfois un peu surprenantes. Mais bon, voilà. Donc vous savez bien que l'actualité interne de l'entreprise n'est pas facile pour un DGRH. Je pense que c'est dur d'être un DGRH d'une boîte comme la nôtre. Et donc, d'avoir comme ça des engagements solides et vraiment en lien avec le client, ça fait sens. Alors voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un côté, c'est cerveau droit ou cerveau gauche, absolument pas. En tout cas, on a besoin de cerveau droit, c'est sûr. Et qu'en termes de recrutement, et là, peut-être ça va être le lien avec Aurélie, en termes de recrutement, il est certain que, en tout cas, quand on travaille dans une entreprise de service, alors nous, on ne recrute pas énormément, voilà, mais si vous êtes dans des entreprises de service, vraiment, je pense que tout le monde... Alors moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour le service, c'est-à-dire que les gens... J'avais posé la question à un autre professeur, est-ce que le cerveau, est-ce que tout le monde peut faire du service ? Il me dit que oui, dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a des... mais pour certains, ça va être un effort incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Le service demande... Voilà. Donc moi, je pense que travailler en faisant des efforts tout le temps, bien sûr, ça fait progresser le cerveau, mais ça peut être compliqué dans la vie au quotidien. Et le service, c'est répéter toujours les mêmes choses, c'est être au service de l'autre, c'est regarder les choses. C'est une attention, c'est une attention permanente. Et je pense que ça, c'est un point. Je pense que tout le monde ne peut pas forcément, ou n'aime pas forcément, et ce n'est pas un jugement de valeur. Alors là, absolument pas. Okay. Mais tout le monde n'est pas forcément fait pour faire du service. En tout cas, merci infiniment Florence pour ce témoignage. Et maintenant, je vais appeler Aurélie Saillot de la Fédération française du tennis qui, elle, baigne dans l'excellence relationnelle puisqu'elle s'occupe de Roland-Garros. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre sur justement ces techniques, ces actions. Alors Aurélie, qu'est-ce que tu fais particulièrement sur ce sujet ? Bonjour à toutes et à tous, merci Maryse. Donc dans le monde du service, comme vous le savez, il faut savoir écouter, il faut savoir communiquer, il faut surtout comprendre en fait les attentes de son client. Donc quand j'entends relation attentionnée chez Florence, au-delà des attentions qui sont portées aux collaborateurs et aux clients, ce que j'entends surtout en fait dans la définition, c'est relation. Et une relation, ça commence à deux. Et si on reprend la définition de la relation, une relation, typiquement, c'est l'interdépendance entre deux individus. Et donc, ça fait nécessairement écho, évidemment, à un client qui va avoir un produit qui est acheté avec une promesse, parfois consciente ou inconsciente d'ailleurs, qui est associée à la marque du produit. Et vous avez en face un collaborateur qui va devoir tenir cette promesse. Ça, c'est le premier engagement que la marque fait. C'est de tenir la promesse qui est faite à son client. Et donc cette promesse, pour la tenir et pour faire une réponse adaptée, parfois sur mesure, parce que vous savez tous que les clients sont uniques, il va falloir que le collaborateur fasse appel à la fois à ses compétences techniques, mais pas que. Il va falloir surtout qu'il fasse appel à ses qualités humaines et à ses compétences relationnelles. Ses compétences comportementales et sociales, ce qu'on appelle en fait chez les amis anglo-saxons les soft skills. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. On appelle la traduction littérale, ce sont les compétences douces en français. Les soft skills, en fait, ce sont des choses qui s'opposent aux hard skills, qui elles sont plutôt des compétences techniques, universitaires, scientifiques. Et les soft skills sont plutôt des choses qui sont innées, intrinsèques à l'individu, qui sont des traits de personnalité, voilà, et des choses qui sont apprises de manière un peu cognitive dans le cadre d'un apprentissage ou d'expériences vécues. Voilà. Alors ces soft skills, on les classe en fait dans 4 grandes familles. On a d'abord la connaissance de soi.
Vous avez donc un collaborateur qui a sa solidité personnelle et son rapport au stress. La notion de réflexivité est importante en fait dans la connaissance de soi. Alors c'est un mot un petit peu barbare, mais la réflexivité, c'est tout simplement la capacité à prendre du recul sur soi-même, à analyser ses comportements, à les corriger et dans une logique de progression. C'est aussi comprendre ses émotions, mais aussi comprendre celles du client qui est face à soi. Voilà. Et ça fait partie un petit peu du nerf de la guerre. Ensuite, vous avez une deuxième famille qui est la relation à l'autre. Alors, on ne peut pas parler de relation à l'autre sans parler d'empathie, d'écoute, d'enthousiasme et surtout de capacité à collaborer, à fédérer, à challenger, en fait, à s'auto-challenger, mais aussi à challenger les autres. Voilà, et à créer une dynamique dans la relation qu'on va avoir avec l'autre. Et puis, il va falloir aussi gérer ses émotions, au-delà de gérer celles de son client, parce qu'il y a des fois, il y a du débordement émotionnel. Il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, les clients n'arrivent pas toujours à exprimer leurs attentes ou leurs exigences. Et donc, il va falloir en fait avoir cette capacité à pouvoir appréhender et à gérer en fait l'émotion de l'autre face à soi par résonance. Ensuite, vous avez la famille du faire, hein, rien à voir avec le savoir-faire. Le faire, en fait, c'est plutôt la notion d'efficacité. C'est plutôt la gestion du temps, la prise de décision rapide ou immédiate et la prise d'initiative. Et une dernière famille qui est très importante, c'est la dimension cognitive. Donc ça fait appel plutôt à la créativité individuelle ou collective. Ça fait aussi appel à l'ouverture d'esprit du collaborateur et puis à sa capacité à innover, à être capable en fait d'apprendre à apprendre en étant avec toute l'humilité qu'on doit avoir quand on est apprenant et collaborateur, de se dire et d'arriver au travail aussi avec une curiosité intellectuelle parce que comme chaque client est unique, nécessairement en fait chaque demande, chaque exigence va l'être parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes en tant que client. On a des attendus qui sont associés à la marque, mais pas que. Voilà, il va y avoir aussi le registre de l'émotionnel qui va être important. Donc, alors Aurélie, oui. À Roland-Garros, tu m'as dit l'autre jour que vous aviez une technique particulière en matière de recrutement, justement pour mettre en exergue et valider ses compétences relationnelles potentielles. Voilà, alors côté collaborateurs, concernant les collaborateurs internes, parce que ce sont des pistes qu'on est en train d'explorer avec nos prestataires. Parce que pour vous donner une petite idée, en fait, on passe de 300 collaborateurs qui travaillent à la fois sur l'aspect fédéral, puisqu'une fédération de tennis doit avant tout promouvoir le sport, voilà, et sa discipline. En l'occurrence, nous, c'est le tennis. Et donc, on passe de 300 collaborateurs en fait, sur la partie événementielle et fédérale à 8000 personnes pendant l'événement en personnel temporaire sur le tournoi de Roland-Garros. Donc ça fait une grosse machine et beaucoup de collaborateurs à faire travailler ensemble. Donc sur la partie FFT, sur la partie fédérale, on a mis en place en fait, des présélections de profils via des recrutements vidéo minutés. Alors l'intérêt de cette démarche, c'est que plutôt que d'avoir un recrutement sur CV, donc sur papier, où il n'y a pas forcément d'émotion qui se dégage de ces CV, on a là en fait une série de quelques questions qui sont posées aux collaborateurs dans un temps qui est minuté. Il y a un sablier avec des questions où on challenge parce qu'on a un événement à résonance internationale rediffusé dans 224 territoires, donc 2 tiers de la planète. Et donc ça suppose en fait de savoir à minima parler français et anglais. Donc première question, on les challenge en faisant une question en anglais. Donc le candidat s'attend pas du tout à ce qu'on lui pose une question en anglais. Donc il est déstabilisé, donc il est finalement dans une situation de stress. Et là on est plutôt en fait dans quelque chose qui est assez intuitif et assez primitif parce qu'il ne va pas pouvoir préparer sa réponse. Donc il va falloir vraiment qu'il puisse répondre à chaud puisqu'il a un temps donné pour répondre à cette question qui lui est posée en anglais. Et donc on va être dans quelque chose qui est finalement très authentique et c'est ça qu'on veut chercher chez les collaborateurs parce que c'est ce qui va nous permettre de voir si la personne sait gérer son stress, si elle est émotive ou pas, si elle s'agace en fait quand on lui pose une question qui la déstabilise parce que voilà, il y a un rapport aussi à l'image, à l'ego qui forcément est associé. Et donc ça, c'est des choses qui étaient importantes et on voit en fait que ça nous permet quand même de recruter des profils plus atypiques et de consolider une équipe et de pouvoir challenger pour voir si des gens ont plus de leadership ou pas, pour voir s'ils sont en capacité de collaborer ensemble. Voilà, et ça permet vraiment de constituer un petit peu la Dream Team. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer, qu'on va mettre en place dès 2020 auprès de nos prestataires. Alors, une autre petite remarque, parce que ça m'a beaucoup surpris. Excellence relationnelle, vous travaillez évidemment énormément sur le sujet. Excellence de service, mais même jusqu'au
aux jardiniers, aux ramasseurs de balles, avec des consignes qui sont délicates peut-être à exprimer, mais en tout cas, c'est intéressant que tu nous racontes cette anecdote. Alors, c'était... en fait, on s'est retrouvés dans une situation un petit peu particulière. On a nos amis de l'entretien des cours qui, jusque-là, se pensaient invisibles. Sauf que après les joueurs et l'arbitre, les gens de l'entretien des cours... En dehors du fait qu'ils participent à la réussite de l'événement, parce que c'est eux qui quand même réalisent la terre battue et les terrains, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient plein champ caméra et que leur manière d'interagir entre eux face aux spectateurs, on est quand même sur un cours Philippe Chatrier où il y a quasiment 16 000 places, ils ne se rendaient pas compte en fait quand ils passaient le râteau, le jet d'eau, le filet à leurs collaborateurs qui étaient à l'autre bout du terrain, en intervenant en fait, avec des interactions verbales qui étaient parfois fleuries, ou quand on bâche et on débâche un terrain et qu'on s'assoit à côté des visiteurs dans les allées, on sent pas toujours la rose, voilà. Donc ça a été quelque chose en fait d'assez marrant, mais il a fallu leur signifier parce qu'ils n'étaient pas forcément conscients de leur comportement. Et forcément, dès lors qu'on est conscient de son comportement, on peut agir et corriger. Et le principe de réflexivité, pour le coup, il est mis en avant. Et c'était anecdotique, mais ça a beaucoup fait rire Maryse, voilà, parce qu'on avait un partenariat à l'époque avec Rexona, et donc pour le petit clin d'œil, on a offert des déodorants à nos amis de l'entretien des cours. Voilà. Et on leur a demandé de faire attention quand ils interagissaient devant les caméras du monde entier. Roger, passe-moi le filet. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc c'était la petite anecdote sympathique de l'après-midi. Et après, du côté des clients, on fait la même chose que Florence. En fait, on réunit les invitants, nos partenaires ou invités hospitalité majeure, à qui on demande de tester nos offres en amont des événements, ou de venir sur un événement qui est le Rolex Paris Masters, qui est le deuxième gros événement de l'année pour nous à la Fédération française de tennis, et de voir en fait finalement si la promesse qu'on leur fait, qui est associée à la marque Roland Garros ou au Rolex Paris Masters, est bien en phase avec leurs attentes. Et donc ça nous permet en fait de corriger d'une année sur l'autre les attendus ou les exigences de nos clients. Voilà, donc c'est beaucoup de partage entre les collaborateurs, les sociétés en fait avec lesquelles on intervient, avec les prestataires d'accueil, de sécurité, de propreté. C'est également beaucoup de partage et de retour d'expérience avec nos clients qui nous permettent de nous améliorer d'une édition à l'autre et d'être dans un processus en fait continu d'amélioration de nos dispositifs. Voilà, ça maximise l'expérience globale. Alors, merci beaucoup Aurélie. Comme vous l'avez compris, Aurélie et Florence sont des membres importants au sein de l'association Esprit de Service France. Et comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, à travers leurs témoignages, nous on est tous persuadés au sein de l'association Esprit de Service France que tout est déjà service, tout devient service et tout sera service. Parce que le service, c'est avant tout une relation. Une relation, c'est avant tout une expérience, et c'est l'expérience qui fait la valeur et la plus-value et la performance de l'entreprise. Ça, on en est tous convaincus. C'est pour ça que tous les travaux que nous menons au sein de l'association consistent notamment, puisque vous l'avez compris à travers le motion design qu'on vous a présenté, à travers les événements, à travers les réunions de partage, à travers tous nos travaux, c'est de produire, contrairement à beaucoup de think tanks, nous on est un do tank, c'est de produire véritablement des outils, des solutions à toute la communauté et d'une manière, je dirais, un peu gratuite, et c'est à ce titre que nous avons aussi pas mal avancé à travers cette communauté sur la possibilité d'offrir et de donner et d'accompagner nos membres après avoir écrit notamment un modèle de management de l'excellence de service. Tous ensemble, on était plus de 200 personnes à le co-écrire ensemble, puisque notre marque de fabrique, c'est la co-construction. C'est pas toujours facile de travailler tous ensemble avec des entités très différentes, avec des secteurs très différents, mais on a développé un état d'esprit formidable entre nous et on est vraiment tous motivés et on a tous à cœur de développer le service en France. Alors, on a pour ce faire développé un modèle de management de l'excellence de service. On s'est entouré autour de nous d'un certain nombre de partenaires référents pour nous aider à accompagner nos entreprises sur toute partie du modèle que nous avons développé. Et là, je vais laisser la parole, puisque le timing avance, sur le produit que va vous présenter
Philippe Merle, qui est un expert en relations clients, qui est le trésorier de l'association. Et ça, c'est très important. Avant de vous parler de la dernière innovation, qui est une innovation transsectorielle. Mais pour l'heure, je vous présente Philippe, qui va vous parler du label. Bonjour. Donc, le label, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand l'association est née, on a commencé avec toutes les entreprises, toutes les organisations qui étaient fédérées donc, au sein d'Esprit de Service France, à créer un modèle pour la transformation, avec tous les leviers que l'on peut utiliser dans l'entreprise pour justement accéder à cette transformation, liée notamment au paradigme digital, bien entendu. Donc ce modèle a été travaillé et ce modèle s'est ensuite aussi inspiré, parce que nous sommes rapprochés de l'AFNOR, qui est un organisme que vous connaissez bien. D'ailleurs, si vous avez besoin de renseignements, l'AFNOR a un stand au N36B et je vous engage à aller les voir justement pour avoir davantage d'informations sur le label et l'obtention du label. Alors ce label, il est construit à la fois autour de notre modèle, mais également par rapport à la norme EN. Attendez, j'ai un trou sur la norme. Donc c'est une norme européenne qui s'appelle EN 16880, qui est la norme d'excellence de service définie par l'AFNOR. Et donc l'ensemble des deux a permis de créer donc un référentiel pour attribuer ce label. Le point très important, c'est que c'est une démarche très innovante parce qu'on ne va pas, comme dans une certification, certifier l'entreprise, on ne va pas labelliser non plus l'entreprise, on va labelliser une expérience d'excellence. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller chercher là où l'entreprise est la meilleure et la plus profitable au niveau du service, pour la mettre en exergue, la labelliser et bien entendu ensuite s'en servir comme un house organ dans l'entreprise pour démontrer aux autres services que l'entreprise est capable d'avoir de l'excellence et de prendre appui là-dessus pour que les autres parties de l'entreprise veuillent bien entendu accéder au même niveau. Donc dans ce cadre-là, cette expérience, aujourd'hui un certain nombre d'entreprises se penchent sur l'obtention du label parce que notamment dans le marché du B2B, on se retrouve dans une obligation, non pas de certification, mais quand on s'adresse, par exemple, au pouvoir public pour répondre à des problématiques de pouvoir public, il est très, très important de démontrer que les rapports entre le donneur d'ordre, c'est-à-dire le pouvoir public, les gens qui nous représentent, et l'entreprise qui va assurer la tâche, soient bien faite, bien comprise, et pas simplement un achat d'une prestation qui est faite au moindre prix et au moindre coût. Donc il est très important que le service soit placé en hauteur, plus que le prix ou la prestation technique qui est délivrée. Alors, comment s'obtient ce label? Elle s'obtient par deux façons. D'abord, bien entendu, et l'association et l'AFNOR sont là pour vous aider à voir si vous avez cette maturité qui va vous permettre d'obtenir le label pour telle ou telle expérience dans l'entreprise. Mais également, ça va donner lieu à une expertise qui va être faite par un expert qui va vérifier dans l'entreprise, évaluer dans l'entreprise si on répond aux critères du label et du référentiel. Et puis deuxièmement, ce qui est quand même une innovation, c'est que l'on va aller interroger les clients. Ce n'est pas l'entreprise qui va les interroger, c'est nous qui allons les interroger pour avoir une véritable transparence. Et on va aussi interroger les collaborateurs, donc on va aussi avoir un effet miroir. Et ensuite, l'ensemble de ces avis sera publié sur une plateforme et donc accessible à n'importe qui, ce qui est assez intéressant en termes, encore une fois, de transparence. Donc, pour finir, ce n'est pas une certification, donc ce n'est pas un problème de conformité. C'est une labellisation qui va labelliser l'entreprise au niveau d'une excellence de service qui aura montré toute sa spécificité et toute son efficacité. Encore une fois, donc le stand de l'AFNOR est au N36B si vous voulez davantage d'informations. Merci. Alors c'est très important parce que c'est vraiment une innovation que nous avons portée conjointement. Alors nous, en tant qu'association, on a une vocation à être neutre par rapport à tout ça. Ce qui nous intéresse avec tous nos membres et toutes les personnes qui travaillent avec nous, c'est véritablement de produire des solutions qui vont aider toutes les organisations à s'améliorer. Vous l'avez compris que le cœur de notre intervention et le cœur de nos travaux touche le service puisque tout va devenir service. Et la deuxième innovation que l'on va vous présenter, c'est la mise à disposition d'une innovation transsectorielle. C'est une innovation qui ne s'est jamais on n'a jamais osé faire ça, puisqu'en général, on offre des produits pédagogiques, on les fabrique au sein de nos entreprises, on les pense au sein de nos entreprises, et là, tous ensemble, au sein de la communauté, on a décidé, ce qui était important, c'est de réapprendre à chacun
à réussir l'accueil, à réussir l'entrée en relation pour réussir le service. Et dans la perspective de 2024, c'est hyper important que la France soit au rendez-vous. Et à ce titre-là, eh bien, on s'est donné comme grande mission, même si on produira d'autres innovations de ce type avant 2024, mais véritablement de réapprendre au sein de nos entreprises, au sein de toutes nos entreprises membres, au sein de tous ceux qui souhaitent s'améliorer en matière d'accueil, d'entrée en relation et de services en France, de pouvoir librement s'inscrire à ce MOOC qui a été co-construit, et je ferai venir tout à l'heure Emmanuel Richard, qui était dans la salle, avec qui nous avons beaucoup travaillé Learning Tribe. Mais en attendant, avant de vous en parler davantage, vous allez découvrir le teaser, qui j'espère va vous inciter à vous inscrire et inciter à inscrire tous vos collaborateurs, tous vos clients, toutes les entreprises à faire ce MOOC. Alors, encore 5 minutes. Merci. Non, 5 minutes, juste 5 minutes. Alors, je vous invite tous à venir le 5 juin au CNOSF, au Comité national olympique et sportif français, parce que nous allons beaucoup parler du MOOC pour inviter tous nos membres et toutes les entreprises qui le souhaitent à s'inscrire et à faire le MOOC. Je voudrais aussi remercier Charles-Henri Bessières-Deshorts, professeur émérite qui est dans la salle et qui travaille avec nous justement sur les aspects pédagogiques avec d'autres collègues à lui. Charles-Henri, lève-toi. Voilà. Donc, il va nous faire les fiches conclusives, puisque nous allons faire en sorte, avec la FNEJ, véritablement de faire en sorte que ce MOOC soit référencié dans toutes les universités, toutes les écoles de commerce, la France entière. Puis avec Florence, on va militer pour passer ça à l'éducation nationale. Et en attendant, je voudrais juste vous présenter aussi Emmanuel Richard, qui a imaginé avec nous, qui est membre fondateur
d'Esprit de Service France, avec communication qualité, avec toutes les 70 organisations, avec aussi particulièrement l'appui, l'aide financière des entreprises dont vous avez vu la signature à l'issue du film. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment un énorme cadeau que nous offrons à la collectivité, à la communauté. Et grâce à Emmanuel et toutes ses équipes, je pense qu'on va pouvoir véritablement offrir un cadeau aux citoyens, aux clients, aux collaborateurs, pour que toute la France soit esprit de service en 2024. Oui, c'est au service du bien commun. C'est ce qui est propre dans ce projet, c'est que toutes les entreprises ont acté qu'avant même de se différencier, il était important d'avoir un tronc commun pour l'excellence de service. Et donc, ce MOOC permet justement à chacun de se mettre en mouvement et puis après de trouver comment mettre son image de marque au-delà de cet esprit de service qu'on veut tant partager ensemble. Merci Emmanuel, merci à toutes les entreprises qui ont participé à cette innovation. Je vous donne rendez-vous le 5 juin au CNOSF. Si vous avez des questions à nous poser, on est encore là. La conférence se clôture maintenant, mais on est à votre disposition pour échanger avec vous.